France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre et bien, espérons vous trouver en pleine forme. Parti pour votre talk de fin d'après-midi jusque 18h sur France Maghreb 2. Eh bien, voici le programme pour ce vendredi 22. Soyez les bienvenus. LGF, votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h du lundi au vendredi. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, l'ONU a voté pour une résolution condamnant la résolution de Donald Trump à une grande majorité, mais 9 pays ont voté contre. Tunisie, les résultats d'une étude effectuée par l'Institut national des statistiques sur le travail des mineurs en Tunisie ont été révélés hier 21 décembre par le directeur de l'institution, Edi Saïdi. Ils sont édifiants. 216 000, soit 9,5% des mineurs ont déclaré avoir eu une activité rémunérée sur une population totale de 2,2 millions d'individus. France, le voile est désormais banni de l'Assemblée nationale. Ce mercredi 20 décembre, l'article 9 de l'instruction générale du Parlement a été modifié. En plus de nouvelles règles vestimentaires, le nouveau texte indique qu'ainsi est prohibé le port de tout signe religieux à l'intérieur de l'hémicycle. La question LGF du jour, les résolutions de l'ONU servent-ils à quelque chose selon vous? C'est la question qu'on peut évidemment se poser aujourd'hui. Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour terminer, évidemment, Libertad, tout à l'heure en toute liberté, 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, soyez les bienvenus pour ce vendredi. Nous sommes le 22 décembre, j'espère que tout va bien pour vous. Et vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, qu'hier on a battu le record de bouchons en Ile-de-France. Donc les gens prennent le vendredi du RTT pour partir plutôt en week-end ou en vacances, pour beaucoup d'entre vous. On a franchi effectivement la barre des 570 km de bouchons hier soir à 18h. Donc c'est vrai que la pluie n'arrangeant rien en même temps, eh bien ça risque un petit peu d'être la même chose ce soir, donc prudence et surtout patience. L'occasion vous en est donnée en tout cas de pouvoir rester à l'écoute de France Maghreb 2 un peu plus longtemps, si vous êtes en voiture en l'occurrence. Tarek Mami est avec nous, mais par téléphone. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'excuse pour ma voix, mais bon, c'est des choses qui arrivent au meilleur d'entre nous. Ouais, alors vous êtes bloqué au lit, voilà, c'est ça. Vous êtes un petit peu malade, voilà, comme on peut l'entendre. La toux de l'hiver qui revient. Voilà. Comme on peut l'entendre. Alors, la question du jour d'abord, je vous la pose Tarek, avant de rentrer dans le vif du sujet. Les résolutions de l'ONU qui se succèdent, est-ce qu'elles servent à quelque chose aujourd'hui concrètement? Alors, réponse de Normand, bien qu'on soit franco-maghrébin, oui et non. Non, en ce qui concerne aujourd'hui l'État d'Israël, puisque c'est le seul pays qui n'applique aucune des résolutions des Nations Unies, avec cette précision technique, c'est que les résolutions de l'Assemblée générale ne sont contraignantes pour personne. Et donc la résolution d'hier était celle de l'Assemblée, donc elle n'est pas contraignante. Ouais. Celle d'avant-hier au Conseil de sécurité, elle est contraignante, notamment quand il n'y a aucun veto et quand il y a le chapitre 7 pour l'utilisation de la force. Donc je dis non pour là, mais je dis oui pour le reste, parce que pour tous les autres pays, ces résolutions sont applicables, et à terme, de toutes les façons, quel que soit l'état de la négation par Israël et par M. Trump de la situation des Palestiniens, un certain moment viendra, l'histoire et la force, parce que c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça, et que Israël, qui elle-même a été créée, et c'est son drame à la limite, par une résolution des Nations Unies de 1948 qui lui a permis d'exister en tant qu'État, elle ne peut pas, à terme et tout le temps, accepter la résolution qu'il a fait, elle, reconnaître. Qu'il l'arrange, en fait. Et qu'il a fait créer, et refuser la même résolution en ce qui concerne les Palestiniens. Alors, concrètement, donc, puisqu'il s'agit de ce sujet principalement, en l'occurrence, de cette proposition des États-Unis, Donald Trump, ils se sont exprimés. Ça n'engage, Christophe, sur le plan juridique, que M. Donald Trump. Tout à l'heure, je vous ai envoyé la liste des pays qui ont voté contre les 9. Je parle, vous les réfère, vous les avez dans votre document. Mais si je vous dis Micronésie, ouais. Vous savez ce que c'est? Non. Par contre, j'ai vu Togo. Si je vous dis les îles Marshall, vous savez ce que c'est? En clair. Il y a que des îles, à part le Togo. Non, mais c'est pas des villes, c'est des trucs qui n'ont aucune valeur sur le plan, j'allais dire, excusez-moi, pas de l'humanité, mais du poids politique. Et il se trouve que ce sont très exactement les mêmes pays qui ont soutenu Monsieur Bush pour aller en Irak. Ouais.
Effectivement. C'est juste pour que les Américains puissent dire qu'on n'est pas les seuls, il y a 9 pays avec nous. Alors... Et donc les deux pays en fait qui sont contre aujourd'hui, c'est Israël et les États-Unis. On comprend pourquoi. J'ai vérifié donc les pays qui se sont abstenus. Il y a un grand pays qui s'est abstenu. Le Canada. C'est le Canada. Ouais. Tous les autres, c'est de la Papouasie, c'est des choses. Je respecte les hommes et les femmes qui vivent dans ces pays, mais c'est pas du poids politique. Donc, en clair, aujourd'hui, que M. Trump, qu'Israël l'admette ou ne l'admette pas, ils sont isolés diplomatiquement. Les pays qui comptent, on va faire simple, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et la Chine, sont contre. Donc, vous ne pouvez pas avoir ni en tant que Trump, États-Unis, ni en tant que Israël, j'allais dire raison, ni politiquement, aujourd'hui, ni politiquement, ni juridiquement. Aujourd'hui, ils ont raison par la force. Oui, mais on va faire simple, Tarek, si vous permettez. Parce que aujourd'hui, effectivement, vous nous répondez concernant les résolutions que, bien, concernant Israël, finalement, elles servent à rien. Et on le voit d'ailleurs, l'histoire nous le dit. Non seulement elles servent à rien, mais Israël, hier, toute seule, et Israël et les États-Unis aujourd'hui revendiquent le fait qu'ils ne respectent pas la loi. C'est ça. Parce que là, il y avait qu'Israël qui le faisait. Les États-Unis, ça joue sur les deux parties, un jour oui, un jour non. Mais aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est la puissance reconnue comme la plus grande puissance du monde aujourd'hui, dit à son tour, l'ONU, je m'en fous. Alors pourquoi en faire un tel événement finalement, puisque ce vote a eu lieu effectivement hier, mais il n'a aucune symbolique, puisque concrètement, il va rien changer. Alors, non, contrairement à ce que vous dites, donc il est très symbolique, c'est-à-dire c'est le message de l'humanité à deux triomphes par rapport à la loi. Qu'est-ce que c'est qu'un triomphe? C'est quelqu'un, on lui dit, je sais pas, faut pas attaquer une banque avec un pistolet, il le fait. Oui. Donc vous avez aujourd'hui clairement et politiquement c'est pas toujours facile, surtout pour les États-Unis, parce qu'il y aura toujours des conséquences dans son soutien. D'ailleurs, autre passage, elle a servi, par exemple, cette résolution et celle d'avant-hier, est-ce que monsieur le vice-président américain, monsieur Pence, qui devait être aujourd'hui en Palestine, en Israël et en Égypte, a annulé son voyage. Mais donc il y a des prix, si vous voulez, parce que c'est normal, on est des êtres humains, on voudrait voir le prix et le triomphe payer tout de suite la forfaiture qu'ils viennent de commettre, et on est un peu frustré parce qu'on voit que ces deux triomphes ne sont pas punis à la hauteur de ce qu'ils font. Oui, je comprends bien ce que vous dites, Tarek. Cependant, comme vous avez bien pris d'ailleurs et de manière imagée le truand à qui on dit c'est pas bien ce que tu fais. On lui dit effectivement que c'est pas bien ce qu'il fait, mais on ne l'incite pas à arrêter puisqu'il peut continuer tranquillement, quoi. Non, ce n'est pas qu'on ne l'incite pas, c'est qu'on n'a pas les moyens de lui interdire parce que le gardien de la banque, pour rester dans l'image, a un pistolet et qu'en face il y a un tank, un lance-roquette et 2 mitrailleuses qui arrivent. Que voulez-vous qu'il fasse? Ouais. Bon, ça, la situation pratique, si vous voulez. On va prendre un peu l'avis des auditeurs parce que c'est intéressant son histoire. Kamel de Lille qui nous appelle. Bonjour Kamel. Bonjour, salam alaikum. Bonjour à vous Kamel. Alors, on est en train d'essayer de répondre à cette question qui, ma foi, est assez simple et en même temps un peu compliquée à décortiquer. Est-ce que pour vous, les résolutions de l'ONU, et en particulier lorsque cela concerne Israël, servent-elles à quelque chose aujourd'hui pour vous, Kamel? Écoutez, aujourd'hui, l'ONU, exceptionnellement, a sauvé la face. Elle qui a toujours été le machin, comme le disait De Gaulle, et un instrument politique des Américains, on a toujours vu les États-Unis opposer un veto pour garantir la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, les États-Unis se sont complètement discrédités et je dirais d'une certaine manière, ont levé le voile. Il est vrai que Mahmoud Abbas a raison de dire que les États-Unis ne peuvent plus être le porte-flambeau de négociations de paix. Ils ont pris parti en faveur d'Israël par cette déclaration complètement irresponsable de M. Trump. Donc, en termes symboliques, aujourd'hui, ce vote est porteur, j'allais presque dire, de valeur. On sait maintenant à qui on a affaire. Et ce vote dont parlait l'auditeur qui me précédait et qui intervient assez souvent et apporte un éclairage que j'apprécie grandement et je l'en remercie. C'est Tarek Mami. Disait à juste titre qu'aujourd'hui, on voit, il y a des petits pays, je viens de découvrir la liste de ceux qui ont voté contre ce vote de sanctions contre les États-Unis, eh bien, c'est des pays inexistants sur le plan stratégique,
j'allais presque dire, il ne figure même pas sur un catalogue touristique, c'est vous dire. Ouais. Et ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'ai vu que l'Irlande s'est abstenu, le Canada s'est abstenu, alors que j'ai toujours cru que c'était des pays qui avaient le sens humaniste et démocratique. Ouais, Sinon, oui. il n'y a pas de surprise. La seule surprise ici de cette affaire, c'est que les alliés de toujours ont voté contre. Et là, c'est le tremblement de terre que les États-Unis vont sûrement pas accepter. Le Royaume-Uni voter contre les États-Unis, j'allais presque dire, dans les annales de l'histoire de l'ONU, je ne s'est jamais vu, ou alors il faudra me donner une date précise. Alors tiens, Kamel, bougez pas Kamel. Bougez pas Kamel. Tarek Pami, il a raison Kamel lorsqu'il dit que le Royaume-Uni vote contre les États-Unis, c'est du jamais vu dans l'histoire. Alors en gros, les États-Unis à 46 reprises ont mis leur veto depuis 48 en gros pour sauver Israël, mais ce n'est pas la première fois que la France et surtout la Grande-Bretagne votent pour une résolution en faveur de la Palestine. La dernière, c'était l'année dernière, celle quand M. Barak était président, où il y a eu un rappel donc de toutes les résolutions, notamment celle de 48 et du partage de cette terre palestine. Et l'Angleterre déjà l'année dernière, la Grande-Bretagne et la France avaient voté pour. Donc c'est pas la première fois. Ça doit être la 10e ou la 12e fois, mais c'est peut-être aussi dans une dimension soit d'hypocrisie politique, soit de remords historiques, parce que je vous rappelle que Israël a été fabriqué, créé de toutes pièces par la Grande-Bretagne à partir de la déclaration Balfour en 1917, voilà, dont c'est le centenaire d'ailleurs cette année. Kamel, merci en tout cas pour votre avis. Je voulais aussi apporter ce que je propose. Oui, allez-y, proposez, c'est bon ça. Et c'est sur le plan symbolique. C'est que aujourd'hui, nous rentrons en saison hivernale. C'est que ma petite idée, c'est que au lieu d'acheter un cache-nez, achetez le fameux foulard propre à la culture palestinienne, servez-vous-en comme cache-nez, et j'allais presque dire en termes de visibilité, si les hommes et les femmes le portaient ne serait-ce que le week-end. Je vous assure que ça interpellerait parce que c'est ce que je fais depuis peu, et je vois que ça interpelle. Eh ben, s'il y a bien un petit geste à faire qui n'engage en rien et qui ne prend aucun risque, c'est parez-vous des couleurs et de la culture vestimentaire palestinienne, et je vous remercie de l'antenne que vous m'avez accordé. Merci Kamel. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Kamel, Tarek? Non mais je le remercie d'autant plus que peut-être qu'il l'a pas vu, mais quand la ministre de la Culture israélienne est venue l'année dernière au Festival de Cannes, habillée avec une robe à base de kéfier palestinien, elle a été, j'allais dire, critiquée par beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement contre l'État d'Israël. Et surtout, le soir même, sur les réseaux sociaux, cette ministre habillée en robe à base de kéfier s'est retrouvée sur les réseaux sociaux avec les kéfiers et avec justement la mosquée de Jérusalem sur la partie basse de la robe, l'équivalent d'une jupe, et c'est celle-là qui a le plus tourné, et donc elle a perdu la bataille de l'image, parce qu'on la voit habillée avec une robe kéfiée, mais sur la robe kéfiée, il y a la mosquée Al-Quds, mosquée Jérusalem. Très bien. Alors, alors vous pouvez continuer évidemment de nous donner votre avis. Il y a même des gens qui appellent pour vous donner des remèdes pour votre toux, Tarek. Incroyable. Je les remercie parce que en fait, c'est tous les hivers, c'est comme ça. Mais je suis preneur de tous les remèdes. Bon, en tout cas, cette charmante dame, visiblement, ne veut pas passer à l'antenne, a souhaité s'entretenir avec vous personnellement. Bon, écoutez, envoyez-nous un mail. Elle envoie un message, on la rappelle, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, donc des remèdes pour Tarek Pami, c'est formidable, la solidarité des auditeurs de France Maghreb 2. Tiens, je vous donne le résultat sur Twitter parce que je l'ai. 29 pensent que oui, ça sert à quelque chose, des résolutions de l'ONU sur Twitter. 71% pensent que non. Et sur Facebook, c'est un peu sensiblement la même chose. 69% des gens pensent que ça sert à rien, les résolutions de l'ONU. A-t-on Vous savez, cher Christophe, ce n'est pas pour dire qu'ils ont tort, ceux qui ne pensent pas que ça sert à quelque chose. Moi, je les renvoie à lire l'histoire du sionisme et de voir combien de temps le sionisme a mis pour s'imposer. Et donc, les textes, la bataille des idées, le changement des mentalités des gens est très, très important parce que, en définitive, et maintenant ça devient une de mes meilleures phrases à titre personnel, aujourd'hui, on constate qu'avec le temps, la force des idées est supérieure
à la force des armes. Alors, vous avez les armes, aujourd'hui vous êtes plus forts, vous occupez des territoires et tout ça, mais l'idée sous-jacente de la résistance, comme des religions d'ailleurs, parce que si les idées n'étaient pas forts, à la mort de Jésus, il n'y aurait plus de christianisme, et à la mort du prophète Mohammed, il n'y aurait plus d'islam. Donc les idées sont plus fortes, le tout c'est de pouvoir les perpétuer pour en faire une conviction. Alors, avant de parler de la visite, parce qu'elle est quand même importante, cette visite de Mahmoud Abbas ce matin à Paris, reçue par Emmanuel Macron. Brahim est avec nous. Bonsoir Brahim. Bonsoir, bonjour M. Mamé, bonjour Christophe. Bonjour Brahim. Bonjour à vous. Désolé, j'ai pas beaucoup de batterie. Oui. Et pourquoi notre pays n'ouvre pas son ambassade directement à Jérusalem-Est et l'Algérie? Pourquoi notre pays? C'est-à-dire, c'est quoi votre pays? La France? L'Algérie. Ah, l'Algérie, c'est votre pays. Oui, ben c'est mieux qu'il ouvre l'ambassade là-bas, comme ça c'est mieux pour nous, non? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas pour construire aujourd'hui, ne serait-ce qu'une boutique de 5 mètres carrés à Jérusalem, il faut que vous arriviez avec une aviation qui vous protège des temps combat, parce que les Palestiniens qui habitent dans cette belle ville d'Al-Quds, Jérusalem, dès qu'ils veulent rajouter un étage à la maison qu'ils ont en bas, il y a l'armée israélienne qui vient détruire toute la maison au prétexte qu'il n'y a pas d'autorisation. En clair, c'est l'occupant aujourd'hui qui est en position de force et qui impose. Donc, d'ailleurs, il y a une phrase dans ce sens, je vous remercie d'avoir soulevé ce sujet, il y a une phrase dans ce sens où, dernièrement, on peut le croire ou pas, mais le président turc, il a dit, nous allons prendre l'engagement de construire cette ambassade de Turquie en Palestine à Jérusalem. Voilà, Brahim. On va construire avec la force, en clair. Mais on a quand même la puissance militaire non? On n'arrive pas avec la puissance militaire, non? On peut y arriver? Il faudrait que l'armée, je veux dire, on va pas divaguer, mais il faudrait que l'armée algérienne aille pour s'installer sur place sur les... Chose qu'elle ne fera pas parce qu'elle s'est toujours engagée à ne pas intervenir à l'extérieur de ses frontières. Merci Brahim. En tout cas, mais c'est vrai que ça soulève aussi cette question, Tarek. Je sais qu'il y a des pays... Par contre, il y a une question complémentaire à celle de Brahim. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les 180... les 128 pays qui ont rejeté la résolution de Trump hier, de prendre une décision pour dire, on reconnaît la Palestine comme État, et là, ce serait un geste politiquement très fort, et deux, de reconnaître Jérusalem comme M. Trump, capitale. Et là, et la bataille politique aujourd'hui, elle est là, elle est pas ailleurs. Mais alors, la Turquie, par exemple, Erdogan qui envisage de transférer son ambassade à Jérusalem, il pourra le faire? Et il pourra pas le faire. Donc c'est il faudra qu'il fasse la guerre à la police ou à l'armée israélienne pour construire sur un terrain qu'il n'a pas aujourd'hui. Mais reconnaître, par contre, c'est reconnu par la Turquie et par plusieurs pays, mais faire, par exemple, une nouvelle bataille pour que les 128 pays, comme hier, votent pour la reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, le dernier grand pas sur le plan diplomatique, pas sur le plan territorial et physique, qui reste à obtenir par les Palestiniens. Aujourd'hui, les Palestiniens à l'ONU sont ce qu'on appelle membres observateurs. Et si demain ils passaient pour devenir membres reconnus, il y a d'autres pays qui ont été reconnus avant même d'avoir leur propre territoire. Et donc ça permet, si vous voulez, politiquement, à ce qu'on négocie avec un État existant qui peut voter à toutes les instances, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Entre parenthèses, une bonne et belle information, il y a 4 jours, il y a un représentant de la Palestine qui a été élu comme membre de la fameuse CPI, donc la Cour internationale. Et ça, c'est très bon puisqu'il va pouvoir lui-même s'occuper de certains dossiers. Bon, moi j'ai envie de vous poser une question toute basique finalement que je me pose depuis de nombreuses années sans avoir trouvé la réponse. Au vu de ce qui s'est passé hier, donc on peut considérer cela comme un soutien en tout cas à la Palestine, ce qui s'est passé hier, et c'est 128 pays qui ont voté contre cette envie ou proposition, ou appelez-la comme vous voulez d'ailleurs, de Trump. Est-ce que demain, s'il y a un minimum d'organisation au sein même des autorités compétentes palestiniennes, demain la Palestine peut dire bon bah voilà, à partir de demain nous sommes un État palestinien et nous allons ainsi définir aussi notre capitale Jérusalem-Est par exemple, et voilà, donc ça c'est pas possible. Pourquoi les Palestiniens ne disent pas maintenant ça suffit, on crée notre État? Ça c'est politiquement possible, et d'ailleurs Arafat en 88 en Algérie, il l'a fait. Et sur cette base-là, que beaucoup de pays arabes, africains et musulmans ont, reconnu l'État de Palestine, la République de Palestine. Donc ça, politiquement, c'est déjà fait. Aujourd'hui, quand vous faites ça, le problème, c'est qu'il faut le faire concrètement, Christophe. Et par exemple, aujourd'hui, les deux issues qui sont pour les Palestiniens à Gaza, c'est l'Égypte
et la Jordanie pour la rive, pour le côté donc de la Cisjordanie, si il y avait cette force, aujourd'hui les Jordaniens et les Jordaniens et les Palestiniens mettraient un poste frontière pour que les gens ne passent pas par les frontières d'Israël pour rentrer. Donc tout est question de rapport de force physique aujourd'hui. C'est pour ça que le travail peut-être est de déplacer aujourd'hui la bataille de la force physique qu'il faudra réaliser un jour à la force politique et symbolique par la reconnaissance. Vous savez que par exemple le Parlement français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ont voté une espèce de reconnaissance de la Palestine et on demande au gouvernement donc de le reconnaître. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de CRIF côté musulman malheureusement, mais s'il y avait une organisation respectable pour les Français, pour les citoyens français de confession ou de culture musulmane, le même jour, le CRCM ou une autre institution demanderait à M. Macron le contraire de CRIF et dire nous vous demandons maintenant de reconnaître l'État. Mais il n'y en a pas. Méziane est avec nous. Bonsoir Méziane. Oui, allô, salam alaikum, Christophe et M. Tarek Mami. Bonsoir. Bien, écoutez, je vous entends, c'est très savant tout ce que vous dites par rapport à la géopolitique et la politique en général. Mais en fin de compte, vous êtes bien avisé et sympathique. Mais en fait, c'est quoi la solution? Je vous écoute pour la solution. Oui, non, mais justement... non, mais je vous écoute, si vous voulez. Il y a le maître, l'oncle Sam et le Benjamin Netanyahou, le sioniste, qui disent, nous, on n'applique pas les résolutions. Par conséquent, la Turquie ou n'importe quelle personne qui voudrait imposer une mosquée, plutôt une ambassade de ce territoire, c'est impossible. Donc, en fin de compte, ça y est, on est battu, quoi. En conséquence, il faut avoir les armes de sa politique. Oui, mais alors, vous savez, quand il y a eu la guerre d'Algérie, la colonisation, il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais comment voulez-vous combattre? Comment voulez-vous combattre une armée qui a des avions, qui a des chars, qui a toute la technologie et puis l'outillage nécessaire pour nous mater? Donc, on ne peut que discuter. À un moment donné, il y en a qui ont dit, nous, on préfère mourir que discuter, on a assez discuté. À un moment, il faut agir. Oui, c'est ce que préconisent pas mal d'auditeurs, je sais, autour de... Voilà, par exemple. Cher Méziane, les Algériens ont tendance, toujours, quand ils parlent de la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui a fait donc le million et demi de morts, et qui a duré 7 ans, en fait, elle a duré un siècle et demi. Oui, 132 ans. Non, attendez. Oublie toujours qu'à leur droite, la Tunisie, la frontière était ouverte pour se battre. Qu'à leur gauche, le Maroc, plus ou moins, la frontière était ouverte. Et qu'il y avait un grand pays qui s'appelait l'Égypte de l'autre côté, qui aidait financièrement et en armes. Ah oui, c'est pas rien ça. Excusez-moi Méziane, aujourd'hui, pour la Palestine, celui de gauche, la Jordanie, il ferme tout et vous ne pouvez pas passer. Celui de droite, l'Égypte, c'est pareil. Et il n'y a pas de grand pays qui aide en dehors un petit peu du Qatar pour l'argent. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas comparer la guerre d'Algérie et les morts et le million et demi de morts en Algérie à la situation aujourd'hui autrement plus difficile. Et je termine par ce point, c'est que ce point a toujours, il n'est plus évoqué en fait depuis 20 ans, parce que vous aviez d'une part un colon comme la France qui a un territoire et tout le monde lui dit casse-toi, rentre chez toi, et vous avez une vision idéologique de l'autre côté chez les Israéliens et une partie des Juifs qui vous disent nous on n'a pas d'autre pays donc on reste ici. Donc il faut toujours comparer dans l'histoire la réflexion pour pouvoir avancer. Aujourd'hui il faut de l'action politique, et il faut de l'action diplomatique et il faut que les Palestiniens décident est-ce qu'aujourd'hui ils reviennent à la lutte armée quelle que soit cette lutte armée ou est-ce qu'ils se contentent du discours de M. Abbas qui dit pas de violence, pas de violence, pas de violence. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de violence, ça fait 20 ans que ça s'arrange pas. Ils ont pu le territoire être occupé par les colons beaucoup plus depuis les accords qu'avant les accords. Mais il y a un dernier mot. Je finis. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas la stratégie américano-sioniste. Le problème, ce sont les gouvernants des pays arabes. On est d'accord. Donc, il faudrait que les peuples disent, nous, on veut plus de ces gouvernements qui sont soumis aux On est doublement d'accord. On est doublement d'accord. Et moi, dans mon billet de vendredi dernier, j'avais expliqué que pour moi, le plus grand danger pour Israël aujourd'hui dans le monde arabe et pour les Américains, c'est la démocratie à l'intérieur des pays arabes. Et j'ai donné l'exemple, surtout sur les 63 pays dits islamiques
et sur les, je sais pas combien, 25 pays ici, arabes, le seul pays qui a convoqué l'ambassadeur des États-Unis dans sa capitale pour condamner la déclaration de Trump, ça a été la Tunisie. Et ce n'est pas parce que les Tunisiens sont plus arabes ou plus musulmans que tous les autres, c'est parce que le président aujourd'hui et les parlementaires aujourd'hui en Tunisie ont une élection dans un an et qu'ils ne sont pas sûrs de la gagner. Et donc, il faut qu'ils suivent les manifestations qui ont lieu en Tunisie. Et donc, la démocratie est aujourd'hui le plus grand ennemi d'Israël, une démocratie dans le pays arabe. Et vous avez des pays arabes qui prendraient d'autres positions que celles qu'elles prennent aujourd'hui. Merci Méziane. Tarek revient dans un instant, juste après la pub, pour continuer à évoquer ce sujet. On va parler de la visite de Mahmoud Abbas, le zapping, un petit tour en Tunisie, puis on fera un petit tour par l'Assemblée nationale, où il y a eu un petit changement, et pas des moindres. À tout de suite. LGF, le grand forum, votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On ce vendredi, porte 2 décembre, ça sent comme un parfum de vacances là pour quelques-uns d'entre vous. En tout cas, profitez-en bien et revenez-nous en pleine forme. Et n'oubliez pas, avant de partir, quel que soit d'ailleurs l'endroit où vous allez, de télécharger l'application France Maghreb 2. Ça peut servir, notamment pour écouter votre émission, le LGF, entre autres. Et puis bien d'autres choses, bien entendu. Alors, pour la question du jour, Tarek, je sais pas si vous avez été apparemment influent, mais eh bien le nom commence à baisser. Nous étions à 69% tout à l'heure de non, les résolutions ne servent à rien, et on baisse. 64% pensent effectivement que ces résolutions ne servent à rien, contre 36% qui pensent que oui. Donc ça bouge. Une seule chose, je dis toujours à nos auditeurs, cher Christophe, et dans tous les échanges qu'on peut avoir, il ne faut pas réagir par le cœur et par l'émotion face à des situations dramatiques. Il faut fonctionner avec la raison. Et dire donc à tout de suite, ça sert à rien, mais à moyen terme, à long terme, ça sert. Et c'est ça qui est important. Or nous, je veux pas vous rappeler l'histoire, mais quand tu as eu la guerre et l'invasion de l'Irak, pendant tous les jours, on avait une émission de 2 heures, de 3 heures qui s'appelait Allo Bagdad, ici Paris. On faisait l'émission dans des cafés le samedi après-midi, il y avait 200 personnes, 300 personnes qui se déplaçaient rien que pour participer, écouter et poser peut-être une question. Et le Bagdad est tombé un mercredi ou un jeudi. Le samedi suivant, on s'est retrouvé, l'équipe de la radio, et 5 personnes. C'est-à-dire que nous fonctionnons beaucoup à l'émotion. Dans l'émotion, bien sûr. Et moi, j'incite les nôtres à fonctionner, j'allais dire, normalement. Avec la réflexion, et c'est vrai qu'on peut le voir, d'ailleurs, l'exemple est parlant, quand on revient en 2014, en plein été, vous vous souvenez évidemment de Gaza bombardé pendant plus de 2 mois. Et bien là, il y avait une mobilisation, des milliers de gens dans les rues de Paris, vous vous en souvenez? Aujourd'hui, quand vous faites une manifestation sur la Palestine, c'est à peine 100, 200 personnes, et encore, je suis gentil. Abdel est avec nous. Alors je sais qu'Abdel, il a cette particularité, lui, depuis longtemps d'ailleurs, de dire, les Palestiniens n'ont qu'à prendre les armes. C'est ça, Abdel, hein? Oui. Mais c'est pas ça ma question. Bonjour, M. Tarek. Bonjour, cher monsieur. Alors ma question, elle est, on sait que Daesh a été une puissance parce qu'elle s'en est pris à ses frères dans plusieurs régions chez les Arabes, et elle s'en est pris aussi aux musulmans en Europe, comme ma sœur, ma mère, ils auraient pu très bien s'en prendre alors qu'elles sont voilées, sans hésiter. C'est son choix et on le regrette. Pensez-vous que si Daesh, puisque c'était vraiment une puissance pour faire ce qu'elle a fait, pensez-vous que si Daesh aurait décidé de s'en prendre à Israël, déjà dites-nous pourquoi elle l'a pas fait, et si elle l'aurait fait, est-ce que pensez-vous que ça aurait mis Israël dans un gros problème, elle aurait eu des difficultés? Mais je sais que vous êtes assez pertinent pour répondre vous-même à cette question, du fait que qui c'est qui soutenait Daesh? Non, qui donnait les armes et l'argent à Daesh? Abdel, on vous a collé là. Qui soignait? J'ai pas tellement compris la réponse. La question, c'est une question en fait. Qui soignait les terroristes de Daesh quand ils étaient blessés par l'armée syrienne? Qui les soignait? Ah ouais, Israël. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas possible que Daesh s'entraîne à Israël pour aider les Palestiniens. Ben non, parce que c'est fabrication des États-Unis d'Amérique. Même Madame Hillary Clinton a fini par le reconnaître. Même l'ancien ministre des Affaires étrangères du Qatar l'a reconnu. Et donc, si vous voulez, Daesh est une création pour découper le Moyen-Orient. Je vais vous dire, cher ami, le fond de la pensée géostratégique. En fait, Israël doit obtenir 2 choses dans la région. La première chose, c'est que tous les États qui l'entourent aient la même taille que la Palestine. Un petit pays, comme le Liban. Et donc pour ça, il faut couper la Syrie en 3 ou 4 pays,
Et l'Irak, pareil. Ça serait une force extraordinaire pour Israël, parce qu'elle n'aurait plus que de petits pays, et qu'elle n'aurait plus, même géographiquement, un grand pays, y compris pour l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Hein. La deuxième chose, c'est que ces petits pays en Syrie et en Irak deviendraient des pays confessionnels, c'est-à-dire la Syrie des sunnites, la Syrie des chiites et celle des alaouites. Et là, le grand argument préparé par les Israéliens et par leur lobby et leur, j'allais dire, grande intelligence, c'est de dire à tout le monde, pourquoi vous acceptez que dans ces pays, on va avoir l'Arabie Saoudite, wahhabite, sunnite, en Syrie, 3 pays de confession, et que vous refusez qu'Israël se déclare comme un État juif. Voilà le fond, voilà le fond de la réflexion géostratégique. Abdel, dernière question. Deuxième question. Allez-y, Abdel. Alors voilà, monsieur Tariq, moi je reproche quelque chose aux Palestiniens. Je sais que j'ai vu des Israéliens de 18 ans, même des filles de 18 ans en France et dans le monde entier, partir et demander leur avance pour partir à l'armée israélienne. J'ai même vu des Israéliens acheter leur propre matériel et ils disaient on va se manger du palestinien. Et de l'autre côté, je vois des Palestiniens assis sur des marches avec de la gomina sur les cheveux, des iPhones et de dire ils ont ouvert les portes de l'enfer. Cher ami, oui, alors cher ami, il n'y a pas de peuple idéal et il n'y a pas de peuple parfait. Il y a ceux qui se battent et ceux qui se battent pas. Et je vous renvoie à l'histoire de la guerre d'Algérie. Et pour éviter donc de discussions inutiles, je vous renvoie à ce qu'on a appelé en France les collabos. Les collabos qui sont français, qui ont trahi la France pour travailler avec les nazis. Donc chez chaque peuple, il y a toujours eu des phénomènes comme ça. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que dans beaucoup de lieux de réflexion israélienne, les grands penseurs se posent une question à laquelle aujourd'hui ils n'ont pas de réponse et à laquelle ils ne trouveront jamais de réponse. Ils disent comment ça se fait qu'en 48, quand on est venu et qu'on a tué des gens et claqué des armes en l'air, les Palestiniens se sont enfuis. Qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons quotidiennement, y compris la torture, et y compris, j'allais dire, un Palestinien sur 3 passe quelques années en prison, comment ça se fait que ces nouvelles générations ne veulent pas s'enfuir alors que le but c'est de les faire partir? Ça veut dire que dans la conscience des Palestiniens aujourd'hui, vendre un terrain, vendre une maison, quitter, c'est définitivement fini parce qu'ils ont pris conscience de leur situation. Et l'autre partie de l'histoire, c'est qu'en 48 et en 67, on leur dit vous inquiétez pas les Palestiniens, restez chez vous, il y a les grandes armées arabes qui vont venir vous libérer. Et ils ont constaté que les Arabes, non seulement ils ne les libèrent pas, mais ils les laissent tomber. Et donc, les trahissent. Vous avez une prise de conscience extraordinaire chez les Palestiniens. La dernière demoiselle qui a été arrêtée hier, elle s'appelle Ahad Timimi. 17 ans. Il se trouve que dans cette famille, cette fille de 17 ans est arrêtée. Elle est connue depuis l'âge de 12 ans. Elle va devant les militaires pour les défier depuis 5 ans. Donc là, ça y est, elle est 17 ans, elle devient un peu grande. Ils l'ont arrêtée. Ils ont été arrêtés, sa cousine, mademoiselle Timimi, pareil, qui a 20 ans. Et quand la mère de cette fille a été au commissariat pour demander des nouvelles de cette fille, de sa fille, ils l'ont aussi arrêtée. Donc aujourd'hui, cette question de est-ce que les Palestiniens résistent? Oui, ils résistent. Aujourd'hui, ils ont un problème à régler entre eux, les Palestiniens. C'est plutôt les gens qui sont avec Abbas et qui pensent peut-être qu'il y a toujours de la marche pour la discussion. Et les gens du Hamas et quelques autres et la population qui, eux, sont pour tous les moyens. Mais est-ce qu'ils vont avoir les moyens d'avoir des armes? Je disais tout à l'heure pour l'Algérie, il y avait l'Égypte qui envoyait les armes. Aujourd'hui, qui envoie les armes? Un peu l'Iran. Et l'Iran, elle devient l'ennemi aussi à cause de ces armes qu'elle envoie au Hamas. Vous parliez de Mahmoud Abbas, belle transition Tarek, puisque pendant ce temps-là, eh bien, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, donc, lui, multiplie les contacts. Il est arrivé ce matin à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Plus de 2 semaines après le déplacement très critiqué d'ailleurs de Netanyahou, les deux dirigeants se sont donc rencontrés ce matin. La conférence de presse commune s'est terminée en fin de matinée et pour Emmanuel Macron, reconnaître unilatéralement la Palestine comme le demandent certains Palestiniens, ce ne serait pas une solution efficace. Ça serait même une réaction à la décision américaine qui a justement provoqué des troubles dans la région. Écoutez le président français et sur le coup ça se discute, on écoute. Aujourd'hui, unilatéralement, de reconnaître la Palestine, est-ce que c'est efficace sur la situation que nous considérons? Je ne le crois pas au moment où nous nous parlons. Pourquoi? Parce que cela serait une réaction
à une autre décision unilatérale qui a créé du trouble dans la région. Et je ne vais pas construire le choix de la France sur ce sujet éminemment important en réaction à une décision américaine sur Jérusalem. Parce qu'alors nous commettrions une faute profonde qui serait d'internationaliser une situation que nous n'arrivons pas à régler sur le terrain. Je pense que l'erreur américaine, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est de vouloir gérer unilatéralement et de l'extérieur une situation dont la solution est entre les Israéliens et les Palestiniens. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, sur le fond, j'ai exprimé très clairement que la solution, elle se construirait autour des deux États. Et donc, mécaniquement, elle conduira à un moment du processus à ce qu'il y ait cette reconnaissance. Et donc, la France prendra ses responsabilités en lien avec l'ONU et ses partenaires pour aller dans cette direction. Mais je souhaite le faire au bon moment et au moment où ce sera utile pour construire la paix sur le terrain. Alors il y a deux petites choses, Tarek, par rapport à ce discours et cette réflexion d'Emmanuel Macron. D'abord, il veut pas se mouiller, on l'a bien compris. Et de deux, il est pour une solution à deux États. Or, tout le monde dit, tous les grands spécialistes disent que la solution à deux États, elle est morte aujourd'hui. D'abord, c'est un garçon très malin qui a du bagou. Poser la même question dans les mêmes circonstances à Sarkozy ou à Hollande, vous auriez d'autres, réponses pas convaincantes. Sa réponse à lui peut apparaître comme convaincante, sauf que je peux la qualifier d'hypocrite, parce que si vous voulez, c'est comme si quelqu'un, et c'est la situation sur le terrain, utilise les armes, et en face, M. Macron dit aux autres, non, faut pas utiliser les armes, parce que nous, on n'est pas comme eux. Il y en a marre, à certains moments de l'histoire, que la sagesse soit du côté de celui qui subit les coups, et qu'on demande à celui-là qui est plus faible de dire non, on fait pas comme les autres. Aujourd'hui, effectivement, je sais pas si la question a été posée, je suivis la conférence de presse où il est assez malin pour précéder donc les réponses, mais aujourd'hui, il y a une réponse à faire, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Ça, il la veut pas, pour l'instant. À part entière, à l'ONU. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Bon. En attendant, et la deuxième, en fait, quand on dit la solution de deux États, aujourd'hui, il n'y a plus de solution de deux États. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer quand vous êtes sur place d'un village palestinien à un autre sans passer par donc des contrôles de l'armée israélienne. Donc vous pouvez pas construire un pays. Imaginez, on va faire toujours de la science-fiction parce que des fois on comprend mieux. Vous êtes à Paris, vous voulez aller à Marseille. Avant d'entrer à Orléans pour aller à Marseille, une police qui vous est adversaire vous arrête pour vérifier, pour vous laisser continuer ou pas. Vous arrivez à Lyon, c'est pareil, et vous arrivez donc à Aix en Provence, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aujourd'hui construire un État palestinien indépendant. D'ailleurs, la nouvelle idée sous-jacente, c'est de faire un État palestinien juste à Gaza. Et ce n'est pas la solution non plus. Oui, non plus, oui. Alors, je vais quand même vous donner les propos de Mahmoud Abbas, qui a dénoncé, lui, l'attitude américaine à l'ONU. On ne peut pas payer des États en exigeant qu'ils adoptent une position spécifique, a-t-il déclaré. Il a fait savoir aussi qu'il n'accepterait aucun plan de paix émanant de Washington. Ça, c'est terminé pour Mahmoud Abbas, qui veut plus en entendre parler. Oui, mais sauf que l'Angleterre viendra parler avec une proposition américaine. Aujourd'hui, la seule chose concrète qu'il a fait, ce monsieur, depuis son accession à la présidence, parce qu'il est responsable, et parce qu'il n'est pas élu, et parce que s'il avait un minimum de dignité, c'était, je sais pas, il démissionne, il s'en va. Son élection est terminée depuis 10 ans. Et qu'est-ce qu'il a donné pendant son mandat au peuple palestinien? Rien. Il a fait de la collaboration avec la police israélienne. Il a arrêté des militants palestiniens, dont un ou deux ont été remis en plus à l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'il a fait pour Barouti? Qu'est-ce qu'il a fait pour les députés palestiniens élus par leur peuple qui sont aujourd'hui en prison? Donc, quand son mandat est terminé, s'il avait un minimum de dignité comme Invictus, comme le grand Mandela, il aurait dit à tout le monde, on refait l'élection, ou je m'en vais. Et il fait une élection. Personne n'est indispensable, surtout pas pendant les... Donc il peut dire ce qu'il veut. La seule chose qu'il est en train de faire, parce qu'il faut le savoir, cher Christophe, chers auditeurs, c'est qu'il n'a pas intérêt à rentrer à Ramallah, parce que quand il est à Ramallah et qu'il veut sortir, si l'armée israélienne ne lui permet pas de sortir, il ne peut pas sortir. Ouais. Je vous rappelle à ce titre, la mort de Arafat. Arafat, quand il était là-bas et qu'il a commencé, j'allais dire, à monter le ton et le son, il était empêché de partir et il n'est parti que dans un avion médicalisé, c'est-à-dire quand les Israéliens se sont plus ou moins assurés qu'il était mort. Donc,
Voilà ce qui lui reste. Donc, il va être, d'ailleurs, qu'est-ce qui l'empêche de demander l'asile politique en France aujourd'hui et dire j'ouvre la maison de la Palestine comme l'ont fait les Algériens, comme l'ont fait beaucoup de gens, pour négocier avec mon gouvernement à l'extérieur. Bon, alors on va passer maintenant à un autre sujet si vous le voulez bien. Les auditeurs évidemment peuvent continuer de répondre à la question du jour. On va guetter un petit peu l'évolution des résultats du sondage du jour. Les résolutions de l'ONU servent-elles à quelque chose selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et bon, on peut s'apercevoir que ça bouge un petit peu. Je vous donnerai les dernières tendances évidemment tout à l'heure. Pour l'heure, j'ai envie de partir en Tunisie, Tarek Pami, pour parler du résultat d'une étude effectuée par l'Institut National des Statistiques sur le travail des mineurs en Tunisie, qui ont été dévoilés hier, le 21 décembre, par le directeur de l'institution Edi Saïdi. Ils sont édifiants, ces chiffres. 216 000 soit 9,5% des mineurs ont déclaré avoir eu une activité rémunérée sur une population totale de 2,2 millions d'individus. Saïdi a précisé que le pourcentage total d'enfants qui travaillent en Tunisie est de 7,9%, 179 000, ceux qui font des travaux dangereux comme travailler dans les mines, fours, tanneries. Ce sondage universel publié hier donc est effectué dans tous les pays. Il a été piloté par le Bureau international du travail selon des méthodes bien précises. Cette enquête nous a été commandée par le ministère des Affaires sociales, dit-il, et comprend un échantillon de 12 700 familles réparties sur tout le territoire national. Elles ont reçu en mai-juin 2017 2 questionnaires, premier destiné aux parents, deuxième aux enfants, a expliqué Edi Saïdi. Un chiffre relativisé puisque le responsable a par ailleurs annoncé que cette enquête est une première en Tunisie, concernerait une population totale de 2,2 millions d'individus, comme je le disais tout à l'heure. En comparant avec l'indice constaté à l'international, les pourcentages relevés, la Tunisie, bien les résultats sont inférieurs. 14% des enfants interrogés dans le monde auraient en effet exercer une activité rémunérée selon cette étude. Selon la même étude, la région la plus touchée pour le travail des mineurs en Tunisie est la région nord-ouest du pays, et qui concentrerait plus de 30% de l'ensemble des mineurs qui travaillent dans l'illégalité. Autre précision, près de la moitié d'entre eux travailleraient dans le secteur agricole. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas éventuellement beaucoup de ce sujet, mais c'est quand même important de voir que dans un pays qui s'appelle la Tunisie aujourd'hui, qui est un pays quand même qui fait partie des pays quand même bien développés dans le monde arabe, qui dans bien des secteurs a été en avance sur beaucoup de pays du monde arabe. Pour le coup, le travail des mineurs, il y a encore du boulot à faire, Tarek, là. Alors, d'abord, j'ai pas retenu le pourcentage en Tunisie par rapport au pourcentage à l'international qui est de 14. 9,7. Alors, pour moi, ce n'est ni une surprise, ni une découverte. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, moi-même, quand j'étais jeune en Tunisie et quand j'étais mineur, l'été, je travaillais pour 2 raisons. D'ailleurs, à l'époque, mes parents m'exprimaient, surtout ma mère, pour 2 raisons. 1, pour avoir un peu d'argent de poche, et 2, pour ne pas traîner dans la rue pendant 3 mois. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut aujourd'hui changer. Et donc, il n'y a pas de loi, il y a une loi qui interdit. Il faut maintenant veiller à ce que cette loi soit en plus appliquée. Vous avez beaucoup parmi ces mineurs, ce qui ne justifie rien par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2017, qui sont en fait les enfants des parents, et donc ils travaillent avec leurs parents dans les champs. Et c'est une autre façon, j'allais dire sociale ou sociologique, de laisser les enfants pendant les vacances scolaires à côté du père ou de la mère pour qu'ils n'aillent pas traîner dans les rues. Donc il faut d'abord comprendre l'esprit de ce travail en Tunisie et au pays du Maghreb, peut-être plus en Tunisie d'ailleurs que dans les autres pays du Maghreb, et 2, commencer à isoler cette idée qu'un enfant mineur n'a pas à travailler ni pour ne pas traîner dans la rue, ni pour avoir des espèces, et que les parents doivent se réorganiser mentalement pour pouvoir faire profiter ces enfants pendant ces vacances d'autres activités culturelles et autres. Avant, il y avait en Tunisie beaucoup de scoutisme et beaucoup de vacances organisées par l'État. Je ne sais pas si c'est l'État aujourd'hui, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas surprenant. C'est peut mieux faire, et faut à très court terme que les jeunes mineurs de Tunisie deviennent, j'allais dire, comme les jeunes mineurs d'Occident, c'est-à-dire des jeunes qui profitent de leur jeunesse et non pas des jeunes qu'on exploite. Oui, mais Tarek, sauf que oui. Précision quand même utile et apportée, oui. Ce sont là, on parle bien du travail dur dans les mines, oui. Dans les fours, etc. Oui. Donc des travails dangereux. Oui, alors en général avec les parents, c'est ça qui est paradoxal. Par exemple, dans les champs, d'ailleurs cette région que vous décrivez, c'est le Kef, Jeanne Dubaï, tout ça, qui est la région agricole. Ouais. Les enfants ne travaillent pas chez les autres.
Les enfants travaillent avec leurs parents. Donc c'est pour ça que je dis c'est un statut de prise de conscience pour changer les mentalités et pour dire, même si c'est avec vos parents, même si c'est avec le cousin et le voisin, il ne faut pas que les enfants mineurs travaillent, il faut qu'ils profitent de cette période, peut-être pour apprendre, pour aller au cinéma, pour faire d'autres choses, mais encore faut-il avoir les moyens. Mais c'est un problème de mentalité, ce n'est pas un problème d'exploitation, parce que si vous voulez comparer le travail des mineurs, regardez ce qui se passe dans d'autres pays, c'est pas pour justifier la Tunisie, mais en Chine ou ailleurs, où les enfants à 7-8 ans sont dans la production et dans la productivité. Dramatique. Donc en Tunisie, c'est bien que cette étude ait été faite et publié pour faire prendre conscience aux parents d'abord et aux enfants ensuite que c'est pas normal que des enfants mineurs travaillent. Et vous parliez de la Chine, souvent des enfants qui sont exploités pour notamment construire les appareils que nous utilisons ici, notamment les smartphones. Hein. Et les ballons que nous achetons à nous à 1,50 € ici en France. Voilà, c'est ça. Tiens, petit aparté, Tarek, j'apprends là en lisant un petit peu les différentes dépêches qu'il y a plusieurs grandes villes de France qui viennent d'annuler la venue de Yacine Bellatar à l'occasion de son spectacle, lui reprochant des propos excessifs dans son spectacle. Est-ce qu'ils veulent en faire un nouveau Dieudonné de Yacine Bellatar? Je l'ai écrit il y a une quinzaine de jours, le lendemain de son altercation avec, je crois que c'était M. Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui, absolument. Vous savez, quand vous n'avez pas les médias de votre côté et quand vous n'avez pas un groupe de lobby qui participe à vos côtés, il faut savoir à la fois dire des choses, savoir comment les dire. Et moi, il m'arrive souvent de me retrouver sur quelques plateaux de télé ou dans des endroits où, connaissant cette règle qu'on est minoritaire, y compris dans notre point de vue, je tourne beaucoup de choses à la dérision, même si lui, il est humoriste. Et j'allais dire, j'espère pour lui qu'il ne sera pas blacklisté et qu'il ne deviendrait pas le nouveau Dieudonné. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler pour en faire cela. Parce que, pour reprendre l'exemple de M. Valls, je veux dire, on a tellement de démocrates en France qu'hier, M. Valls perd les élections en Catalogne, que son mentor, M. Rajoy, obtient 3 sièges alors qu'il en avait 12 ou 15. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, la Catalogne a gagné parce que le premier parti n'est pas le parti indépendantiste. Donc, tant que vous avez une force de frappe médiatique, écrit, télé et autres, vous avez ce déséquilibre et j'espère juste que Bellatar saura rebondir parce que moi j'ai pas vu ses spectacles mais j'ai lu beaucoup sur ce qu'il fait et manifestement ceux qui prennent le plus dans ce spectacle ce sont les Arabes, les Maghrébins et les musulmans beaucoup plus que tous les autres et il le fait exprès pour montrer que l'humour peut atteindre n'importe qui mais qu'en face on ne veut même pas de cet humour-là. Et je vous rappelle que le fameux sketch qu'il a fait comme en imitant Le Pen sur les Maghrébins, 60, la personne n'a bougé pour attaquer SOS Racisme et autres, n'ont pas amené M. Bellatar au tribunal, mais dès qu'il commence à résister entre guillemets à M. Kouchner et à quelques autres pseudo-intellectuels, là il devient dangereux. Bon, dans un instant, le zapping bien sûr, et puis on va parler de l'Assemblée nationale parce que vous savez qu'il y avait une députée de Mayotte qui avait une espèce de tissu, un habit particulier, en tout cas sur la tête. Jusqu'alors, et c'est l'histoire qu'il dit, à l'Assemblée nationale, tout le monde pouvait venir avec un signe religieux ou quoi, hein, peu importe. Et bien maintenant, c'est terminé. Depuis mercredi, on en reparle dans un instant. Et d'ailleurs, je me suis aperçu en cherchant un petit peu sur ce sujet qu'il y avait un député du Doubs qui était français, converti à l'islam, qui venait avec une espèce de gandoura sur la tête à l'époque, enfin une espèce de gandoura qui portait plutôt, et ça posait aucun problème. Alors on en reparle dans un instant. Alors en fait, il venait habillé comme un Algérien de l'époque. Son nom va me revenir. D'ailleurs, il y a une mosquée et une école qui sont en train d'être construites du côté de chez lui qui vont porter son nom. Je crois que c'est Grenier, non? Comment? Grenier, son nom, non? Le nom va me revenir, mais le nom du village où il y a sa maison maternelle, qui était un médecin. Et en fait, aujourd'hui, la France est beaucoup moins tolérante qu'elle ne l'était en 1905, en pleine guerre contre donc l'Église, parce que la guerre à l'époque, elle était contre l'Église, elle n'était pas contre les Juifs, elle était contre les chrétiens qui avaient tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, donc, on recule, on va voir, parce que une décision comme celle-là, cette députée pourra
saisir le Conseil d'État et plus tard peut-être même le Conseil constitutionnel en question, on appelle ça préalable de constitutionnalité, mais ce n'est pas normal parce que elle ne vient pas faire de la provocation, elle portait cela avant d'être élue. Ça fait 7 mois qu'elle est avec cette tenue, donc je pense qu'il y a une bataille juridique à mener encore une fois, parce que ce n'est pas normal, elle fait pas de la propagande, c'est sa façon de faire, et on verra bien. Ok, on verra bien dans un instant. Vos avis nous intéressent aussi sur le sujet 01 40 33 9000 et la question fil rouge aujourd'hui, les résolutions de l'ONU servent-elles à quelque chose selon vous? Vous continuez de répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci d'être avec nous et un bon début de soirée, bon courage si vous êtes évidemment dans les bouchons comme hier soir notamment. Soyez les bienvenus en direct avec Tarek Mami bien sûr et cette question qui suscite pas mal de réactions d'ailleurs sur Facebook à propos des résolutions de l'ONU, servent-elles à quelque chose? Les résultats bougent, tout à l'heure on était à 64% de non, ça remonte un petit peu, 66% de non contre 34% de oui. Donc sur Facebook, chacun évidemment peut s'exprimer, également sur Twitter. LGF officiel et puis bien entendu en nous appelant pour nous donner votre avis ici en direct à l'antenne au 01 40 33 9000. Tarek, zapping maintenant, et pour commencer ce zapping, vous avez peut-être regardé d'ailleurs hier le témoignage bouleversant hier soir dans l'émission Envoyé spécial sur France 2 d'une femme qui raconte ses viols quotidiens qu'elle a subis en Libye. Écoutez. Ils nous ont choisis, nous on était 5, ils nous ont mis de côté. Il y avait une petite fille de 11 ans. Ils l'ont violée là-bas et ils l'ont laissée. 11 ans. Ils ont couché avec les hommes aussi. Même les hommes. Les petits garçons. Ensuite, des Libyens l'ont séquestrée avec 4 autres femmes dans une maison. Les viols étaient quotidiens. C'était des différentes personnes à chaque fois. Si celui-là venait un jour, demain c'était l'autre et je le connaissais pas. C'était des personnes différentes tout le temps, à chaque fois. Ils crachent sur toi. Ils crachent. Ils te frappent. Je me sentais tellement mal. Souvent je leur demandais de me tuer, que c'était mieux. Témoignage bouleversant de cette dame qui raconte son quotidien évidemment qu'elle a vécu en Libye, Tarek, la Libye qui est devenue un no man's land pour le coup. Tout à fait, il y a ça, il y a l'esclavagisme. C'est une réalité et nous avons nous un problème, les franco-maghrébins, les auditeurs de la radio, parce que c'est à la fois des choses qui existent que nous ne pouvons pas cacher, dont on ne peut pas dire non, c'est pas vrai. Et la deuxième chose qui surprend, c'est que ce genre de choses se passe dans beaucoup de pays du monde, mais que Envoyé spécial ou pas Envoyé spécial et le reportage en France se concentrent d'une manière, je trouve, un peu particulière sur ce qui se passe presque uniquement dans le monde arabo-musulman. Je n'ai pas vu de reportage comme celui-là dans la Birmanie, avec tout ce qu'on a écouté et entendu dans la Birmanie. Je n'ai pas écouté de reportage aussi poignant. Il n'y a pas de viol et de violation physique en Israël, mais sur la violence tout court. J'ai pas vu des choses comme ça sur l'Amérique du Sud. Donc il y a un problème. À la fois, il faut dénoncer tout ce qui n'est pas bien et toutes les violences et toutes les violations et tous les viols. Mais en même temps, il faut que ce soit de manière universelle et partout dans le monde, et pas uniquement dans une seule culture. Oui, alors Tarek, on va continuer évidemment ce zapping, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un sujet absolument difficile et ce reportage en tout cas était très poignant. Mais vous avez raison dans le fait que les informations, les traitements d'informations dans les médias français sont également choisis selon l'endroit où ça se trouve, où ça se situe. Oui, tout à fait. Donc moi je suis pour qu'on en parle dans le monde arabe, arabo-musulman, mais je suis aussi pour qu'on en parle partout dans le monde, quelle que soit la violation. Par exemple, là on nous dit le nombre de journalistes malheureusement qui sont tués tous les ans. Bon, quand on me dit moi qu'il y a des journalistes qui sont tués dans un endroit où il y a la guerre, l'Irak, la Syrie, je comprends. Mais quand on me dit pas les autres pays, j'allais dire, il y a le rapport. Si on prend le rapport de Reporters sans frontières, on va avoir tous les détails. Ouais. Mais résumé à la radio et à la télévision française, il y a 60 morts, dont 35 en Syrie et en Irak. Avant de parler du... L'information est donnée d'une manière quand même
presque directive. Oui, sélective. Dans un instant, on va reparler du budget dans le zapping, mais il y a Isabelle qui souhaite revenir sur le sujet précédent, à savoir le travail des enfants mineurs en Tunisie. Bonjour Isabelle, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Tariq et bonsoir à tous et toutes les auditeurs auditrices de la station. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant l'échange que vous avez eu à propos des enfants qui travaillent donc en Tunisie, des enfants petits. Donc évidemment l'idéal ce serait qu'ils puissent aller en colonie de vacances, etc., mais la problématique, c'est que malheureusement, ces familles qui font travailler leurs enfants avec eux, c'est que c'est des familles qui sont en complète paupérisation et qui n'ont donc pas les moyens déjà d'envoyer les enfants en vacances, mais ils ont surtout besoin des petits pour aider à faire briller la marmite. Et ça, c'est vraiment terrible, quoi. Mais bon, tout ça, c'est des choses que nous aussi, on a vécu en Europe et notamment Bien en sûr. France. Oui, moi je me souviens avoir porté des seaux de colle avec mon père quand j'étais petit, hein. Voilà. On avait jusqu'au 19e siècle, nous en France, on avait des enfants qui allaient travailler dans les mines, par exemple. Pourquoi ? Parce que déjà, des enfants petits, ça leur permettait d'aller partout dans les mines, hein, du fait de leur petite taille. Et aussi, quand on emploie un enfant, il faut le savoir, c'est que l'enfant est payé 2 fois, 3 fois moins cher qu'un adulte. Oui, bah oui, forcément. Et oui, et donc ce ne sont pas les familles qui sont pas à blâmer, il ne faut pas leur jeter l'opprobre, ce sont les sociétés qui embauchent ces petits. Et ce que fait le travail qu'est en train de faire la Tunisie en ce moment est vraiment une bonne chose. Ils sont en train de plancher avec le ministère le ministère des Affaires sociales, donc le ministre, je crois, c'est M. Mohamed Trabelsi. Donc pour déjà faire appliquer cette loi qui est la même que chez nous, c'est-à-dire que les enfants ont une obligation de scolarité jusqu'à 16 ans, qui va déjà les empêcher d'aller dehors et les protéger. Ah oui, un peu comme en France, quoi. Le scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Voilà. C'est le cas en Tunisie. Depuis en gros 1958. Mais encore faut-il que cela soit appliqué C'est appliqué toute l'année. En fait, aujourd'hui, il y a 2 failles. Il y a la faille des vacances scolaires et surtout l'été. Et il y a la faille que depuis, en gros, la révolution qui a eu lieu en Tunisie, le contrôle policier qui existait est beaucoup moins, beaucoup moins fort. D'accord, ouais. Et je crois aussi que c'est une problématique des régions rurales, oui. En fait. Tout à fait. Alors, en général, c'est le sud et le nord-ouest. Voilà. Et donc là, les familles sont vraiment pauvres. Et donc, elles font travailler les enfants. Alors, et puis aussi, les filles et les jeunes filles qui sont utilisées, c'est le mot, pour aller travailler ailleurs, à faire les bonnes ou voilà des emplois comme ça. Et du coup, ces jeunes filles sont déscolarisées. Oui, il doit certainement y en avoir, mais pour ce qui est du travail des filles, je pense que les États du Golfe sont beaucoup plus, en tout cas, à blâmer sur ce secteur-là que la Tunisie, hein. Mais bon. Il y a un petit peu en Tunisie cette histoire de filles aussi. En général, c'est des filles qui ont plutôt entre 14 et 17 ans. Et qui sont, malheureusement pour la Tunisie et pour la réalité sociale, des filles originaires de ces régions pauvres, notamment le nord-ouest, le Caire, Dubaï et tout ça, qui sont utilisées par la bourgeoisie de Tunis capitale et des grandes villes de Tunisie. Eh ben voilà. Ça existe. Voilà. Ouais. On peut pas le nier, donc faut le dénoncer, mais ça existe. Ouais. Merci en tout cas Isabelle. Oui. Christophe, oui. Alors j'avais envie de terminer mon intervention, si vous le permettez, sur un poème de Victor Hugo. Oui. Qui voilà, à propos justement du travail des enfants. Alors il est très court, si vous me permettez, je vais vous le lire. Allez-y. Bien. Alors, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler, 15 heures, ce bémol. Ils vont, de l'aube au soir, faire, éternellement dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne,
ange dans un enfer, mais travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Victor Hugo, Mélancolia, 1856. Merci Isabelle, merci alors, beaucoup. Je vous rajoute, Isabelle, juste une phrase très connue. Victor Hugo disait que chaque fois qu'on fermait une école, on ouvrait une prison. Exactement. Et donc, si on veut fermer une prison, il faudra ouvrir une école. Eh ben voilà, Exactement. on peut faire les choses dans l'inverse et c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, en tout cas Isabelle. On continue ce zapping avec vous, cher Tarek, amis auditrices, auditeurs. Le Parlement français adopte définitivement le projet de budget 2018. La nouvelle loi de finances intègre la réforme de l'APL, la réforme de la taxe d'habitation et le retour du jour de carence pour les fonctionnaires, mais aussi la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et pour les partis de l'opposition, ce projet de budget est tout simplement trop favorable aux riches, comme le député communiste André Chassaigne l'a indiqué hier. Écoutez. Suppression de l'ISF, baisse de l'impôt sur les sociétés, suppression de la taxe sur les dividendes, prélèvement forfaitaire sur le revenu de l'épargne, c'est bien un budget pour les riches. Et ce n'est pas par jalousie que nous demandons de rendre publics les bénéficiaires, mais parce que ces cadeaux fiscaux sont non seulement indécents, mais aussi économiquement inefficaces. Et ce n'est pas parce que nous serions envieux que nous proposons un vrai plan de lutte contre l'évasion fiscale, mais parce qu'elle représente chaque année l'équivalent de notre déficit. À l'opposé, en baissant les APL, en augmentant la CSG des retraités à partir de 1 200 € mensuels, vous mettez en œuvre des mesures non seulement injustes, mais aussi contre-productives, puisqu'elles rabotent la consommation des ménages. Voilà Tarek, donc pour ce budget, donc André Chassaigne... Il faut juste dire à M. Philippe, notre cher Premier ministre, que s'il mettait dans l'escarcelle ces 350 000 €, peut-être qu'il n'enlèverait pas les 10 € d'APL, je ne sais pas combien ça fait au total, mais c'est bien de rappeler, et ce qu'il y a de bien aujourd'hui dans cette assemblée, parce que la dernière assemblée, celle de M. Hollande, c'est devenu kafkaïen, c'est-à-dire des socialistes contre des socialistes, une droite qui se moque des socialistes, alors que là, nous avons effectivement au moins 3 gros blocs qui débattent. On n'entend pas beaucoup la droite d'ailleurs, cher Christophe. Cher non, elle est inexistante la droite, elle n'existe plus on dirait. Voilà. Et donc vous avez le point de vue de la République en marche, et vous avez les insoumis d'un côté, et de temps en temps quelques écologistes ou quelques communistes, et ça fait du bien de voir qu'il y a des avis contraires dans cette assemblée pour des questions de fond, parce que avant, et dans tous les mandats précédents, c'était la droite fait une proposition, la gauche est contre. La gauche fait une proposition, la droite est contre. Là, on a l'impression qu'ils sont contre avec des arguments qui tiennent la route quand même. Bon, alors, effectivement, vous avez raison. Après la polémique, le déminage de la part du gouvernement, le Premier ministre annonce hier soir le lancement d'une consultation autour du futur projet de loi sur l'immigration, alors que la polémique sur la politique du gouvernement en la matière ne cesse d'enfler. La circulaire Collomb, comme on l'appelle d'ailleurs, provoque depuis sa présentation la colère des associations d'aide aux sans-papiers. Le texte prévoit notamment un recensement des migrants au sein des centres d'hébergement d'urgence, ce qui ne passe pas pour Corinne Thor de Médecins sans frontières que je vous propose d'écouter. Ce n'est pas concret. Donc moi je suis vraiment plus que mitigé sur la continuité de tous les sujets qui sont à traiter. Le droit d'asile, la complexité des demandeurs d'asile à accéder à leurs demandes. Il faut absolument travailler sur une prise en charge appropriée sur le respect du droit. Je n'ai pas vraiment eu de réponse aux questions que nous avons posées. Voilà pour la réflexion en tout cas donc de Corinne Dor au micro de nos confrères de France Info. Ce projet de loi, Tarek, commence à faire beaucoup de bruit et à inquiéter donc au sein des associations et des militants. Non mais des fois il y a des fonctionnaires qui écrivent des textes. Je vais le dire tel que je le pense, cher Christophe. Ils sont bien payés. Ils ont des bureaux chauffés, ils ont tout ce qu'il faut. Ils viennent au bureau, ils écrivent, ils rentrent chez eux, ils embrassent leurs femmes et leurs enfants, et le week-end on part en vacances. Si le texte tel qu'il est y passe, qu'est-ce que vous allez avoir comme conséquence immédiate? C'est que ces immigrés qui vont dans les lieux d'hébergement n'iront plus dans les lieux d'hébergement. Et donc la police, quand elle va venir dans ces lieux d'hébergement, elle va trouver personne. Et derrière, vous allez, par conséquent, créer de nouvelles maladies et des gens qui vont dormir dans la rue à 0 degré, donc des morts et d'autres drames. Et je ne comprends pas que notre ministre de l'Intérieur, lui qui est plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite, plus ou moins du centre, n'ait pas eu à sa tête cette réflexion de dire
Ce côté-là, on ne le touche pas. Au contraire, ça nous permet de comptabiliser, parce qu'on sait le nombre de personnes qui est hébergées. Ça nous donne une idée de travail, mais on ne va pas les chercher là-bas. Il faut aller les chercher, j'allais dire, sur le travail au noir, puisqu'on parlait de la Tunisie et des mineurs, parce qu'aujourd'hui, dans plein d'entreprises, vous avez beaucoup de travailleurs qui sont mal payés, et là, il n'y a pas de descente de la police, parce que ça risque de déranger les patrons. Bon, pour terminer ce zapping, parce qu'il y a du monde au standard, on va les accueillir notamment pour nous parler du sujet qui suit, à savoir l'Assemblée nationale et donc l'interdiction maintenant de tout ce qui se rapporte à la religion, de signes religieux en tout cas. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'offre une hausse de sa cote de popularité le jour de ses 40 ans. Tarek, le président le plus jeune de la 5e République, pour plus d'un Français sur deux, il est désormais satisfait de l'action du chef de l'État. Emmanuel Macron, 40 ans, est déjà très jeune. Ses camarades voyaient en lui d'un destin à part, comme Grégory, qui était à l'école primaire à Amiens avec le futur président de la République. Écoutez ce témoignage. Quelqu'un de quand même atypique, qui vraiment sortait du lot, avec des compétences scolaires hors normes. Moi, je me souviens de ma maman qui me disait, quand on ramenait un peu les notes, ah bah Emmanuel Macron est corps premier, etc. Elle dit, mais il sera président. Eh ben, il l'a été. Voilà. Extraordinaire. C'est un destin. Un destin. Alors, on va, si vous le voulez bien, accueillir Mohamed qui souhaite nous donner une réaction par rapport à la question du jour. Mohamed qui nous appelle de Lyon. Alors, juste peut-être une demi-réflexion. Ouais. En fait, il monte dans les sondages, y compris par des électeurs du Front National. Et ça, c'est nouveau. Oui. Mohamed, bonsoir. Jusque-là, il montait grâce aux électeurs de la droite tout court. Là, les électeurs de l'extrême droite commencent à le soutenir. Mohamed, vous nous appelez de Lyon, bonsoir. Mohamed? Ah bah il est parti Mohamed. Bon, bah très bien. Alors ça tombe bien, j'ai notre ami Nizar qui nous appelle de l'Assemblée nationale pour nous donner les coulisses du pouvoir. Nizar, bonsoir. Il est où Nizar? Il nous a quitté Nizar. Bah alors Nizar, il est parti? Bon, bah écoutez, je vais faire un petit peu le ménage dans le standard et on va voir ça. Donc tout ça pour vous dire que le voile est désormais officiellement banni de l'Assemblée nationale. Tarek, le mercredi 20 décembre. Le foulard. Oui, bon, le foulard. 20 décembre, donc ce mercredi 20 décembre, selon l'article 9 de l'instruction générale du Parlement, a été donc modifié. En plus de nouvelles règles vestimentaires, le texte indique qu'ainsi est prohibé le port de tout signe religieux à l'intérieur de l'hémicycle. Un changement radical. Auparavant, les élus, Tarek, n'étaient en aucun cas soumis au devoir de neutralité. Les fonctionnaires représentent l'administration et les élus, les citoyens. À ce titre, ils sont tout à fait libres d'exprimer leur opinion, avait expliqué Nicolas Caten, secrétaire général de l'Observatoire de la laïcité, au moment de l'affaire de cette députée fraîchement élue, députée de la première circonscription de Mayotte, qui avait déclenché la colère de la droite et de l'extrême droite en juillet dernier, après avoir débarqué à l'Assemblée nationale avec le fameux châle traditionnel que portent les femmes à Orez. Nicolas Caden était venu à sa rescousse, si je puis dire, pour expliquer qu'en tant qu'élu, elle a le droit de porter un signe religieux, puisqu'un élu, de fait, n'est pas neutre, et n'est ni neutre politiquement, ni neutre religieusement. Dans l'histoire, de grandes figures, Tarek, de l'Assemblée ont siégé en tenue religieuse, à commencer par l'abbé Pierre en 1945-1951, ou le député maire de Dijon, le Shawan Kir, 1945-1967, sans oublier le premier député musulman à l'Assemblée, un certain Philippe Grenier, député du Doubs. Voilà, tout à fait. Le docteur Philippe Grenier. Voilà, converti à l'islam et qui venait dans l'hémicycle en gandoura, turban, et ça c'était avant, Tarek. Maintenant c'est plus possible. Alors je peux même vous dire qu'il allait faire ses ablutions à côté de la Seine, pas très loin de l'Assemblée nationale, et qu'il faisait ses prières dans un coin de l'Assemblée nationale, c'était dans les années 1908 de mémoire, on fait comme ça, et que personne ne trouvait rien à redire. On a retrouvé Nizar. Bonsoir Nizar. Bonsoir Christophe. Alors, Nizar, depuis mercredi, bonsoir, monsieur Nizar. Le foulard est désormais interdit à l'Assemblée nationale. Ça y est, c'est fini. Ah, ça n'a pas été formulé comme ça. Il faut juste. Est-ce que vous avez l'article 9, Nizar, sous les yeux? Je l'ai pas sous les yeux, l'article 9 qui a été voté par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est que suite à ce qui s'est passé avec M. Ruffin, sur le maillot de foot, ça n'a pas été voté comme ça. Donc le contexte, il faut juste, je remets comme le contexte. M. Ruffin qui est parti lors il y avait une proposition de loi pour taxer les transferts sportifs de 5%, et ces 5%, ce profit-là, il faut qu'il aille, entre guillemets, dans la proposition de loi disait, il faut qu'il aille dans le sport amateur. Monsieur Ruffin, pour rendre hommage au sport amateur, il est venu avec un maillot de foot d'un club amateur de sa circonscription, et puis
Ça a choqué le président de l'Assemblée nationale, il lui a rappelé le règlement, et puis le bureau, dans les Insoumis, je dis bien le bureau de l'Assemblée, c'est pas de Rugy tout seul, parce que dans le bureau, il y a tous les groupes politiques, ils ont tous voté pour le nouveau règlement. C'est-à-dire, avec cette nouvelle disposition, en plus, d'ailleurs, je le rappelle... Donc la France Insoumise a voté aussi? Alors, la France Insoumise, j'ai pas encore le détail de ce qui a voté pour eux, mais en tout cas, la majorité du bureau a voté. Donc, à mon avis, à Clémentine Autain, je ne pense pas qu'elle ait voté pour le texte. En tout cas, elle a pu se prononcer pour dire ce qu'elle pensait du texte. Donc, mais pour vous dire, là où il y a la subtilité, c'est très important. Parce que le règlement de l'Assemblée nationale, il est sous le coup de la Constitution française. Bien sûr. La Constitution française n'interdit pas à une personne de se porter candidat ou d'un député d'avoir une tenue quelconque. D'ailleurs, vous pouvez être catholique ou musulman ou juif, et vous pouvez vous présenter à n'importe quelle élection avec votre tenue, donc vous avez tout à fait raison. Oui, mais on parle de l'Assemblée, là, Nizar. C'est que le François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, a été très malin en l'insérant ce qu'on appelle le complément du règlement. C'est-à-dire comme ça ne passe pas sous le code de la Constitution. Comme ça, c'est sans des affaires. Ah non, ne vous inquiétez pas, parce que là, toute décision, tout texte adopté par une administration française, et l'Assemblée nationale est une administration française, peut être soumis en recours au Conseil d'État. Et là, je suis sur le net, et la nouvelle formule n'apparaît pas sur le site de l'Assemblée nationale. Nizar. Les compléments de ce que j'appelais les compléments de règlement. Ça, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Évidemment, il est soumis à la Constitution. Les compléments de règlement ne sont pas soumis à ça. Et c'est ça la subtilité qui a été trouvée pour pouvoir l'imposer. Parce que sinon, il ne passera jamais auprès du Conseil, du Conseil constitutionnel. Ça ne passera pas parce que sinon, ça veut dire M. Guasguen, M. Habib Meir n'auraient jamais pu mettre leur kippa à l'Assemblée nationale, par exemple. Bah, on peut le faire, là. Il y a 2-3 ans. Là, maintenant, ils peuvent pas le faire avec ce nouveau règlement. Voilà, c'est fini. On verra bien, mais moi, je maintiens mon idée que tout texte édité par une administration, quel que soit le qualificatif du texte, reste soumis. Je vous enverrai la preuve, mais vous vérifierez, vous m'envoyez l'article, voilà, et on travaillera ensemble dessus. Bah, avec plaisir. Nizar, donc pour l'heure, moi ça m'étonnerait pas que les insoumis aient voté, ce qui correspondrait d'ailleurs. Non, ils ont pu s'exprimer en tout cas pour dire qu'ils sont contre évidemment le texte. Bah oui. Mais j'ai pas la position de vote parce que je vais la voir l'expression de ceux qui ont voté pour ou pas. Bon bah vous nous direz ça dans les coulisses du pouvoir la semaine prochaine, Nizar. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nizar, et bon week-end. Merci, vous de même. Bon, à bientôt. Bon, bah Tarek, dites donc, on arrive au terme de cette émission. On va dans un instant Libertad, je vais vous libérer, pour le coup. Tarek, pour vous souhaiter d'abord un bon week-end, de belles fêtes de fin d'année. Bon, on se retrouvera la semaine prochaine. Je resterai au chaud. Hein. Oui, vous avez raison. D'autant plus que le temps est vraiment pas de la partie pour le coup. C'est Noël au balcon, mais Noël sous la pluie. Donc, va falloir s'y habituer. En tout cas, Tarek, merci beaucoup. Bon week-end et à la semaine prochaine, physiquement présent dans les studios. J'espère, bien sûr. Merci beaucoup, bon week-end, Tarek. Voilà, bah écoutez, vous voyez qu'on est complémentaires dans cette émission. On parle de l'Assemblée nationale, il y a notre Nizar national qui nous appelle, forcément, parce qu'il souhaite apporter des précisions utiles, bien sûr. Franchement, cherchez-moi une radio qui a une émission aussi complète, avec des réels et des vrais spécialistes, messieurs, dames. Bah vous n'en trouverez pas, c'est normal. Ici, c'est l'authenticité, c'est la vraie, la dure. Le LGF, tous les jours, 16h, 18h, avec l'authenticité qui y règne, notamment au travers de l'exemple de son présentateur, animateur, ou comme vous voulez, l'adjectif que vous voulez d'ailleurs. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire, en tout cas on va le découvrir dans un instant, juste après la pub. On met un peu d'argent dans la caisse, on est de retour. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, comme d'habitude, pour les 5 dernières minutes, c'est votre espace Libertad sur France Maghreb 2. Tiens, dites-moi si vous partez en vacances, là, pour ces fêtes de fin d'année, un petit peu chercher le soleil qui nous manque ici, en tout cas, à Paris, entre autres. 01 40 33 9000, Libertad, c'est à vous de jouer. À vous de prendre la parole. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Nasser de Paris. Nasser, je vous écoute. Allez bien? Ça va bien, et vous? Je vous écoute, Nasser. Alors, au fait, je voulais juste vous dire, j'ai entendu ce matin à la radio que c'était pas 350 000 euros, c'était encore plus que ça.
Parce qu'il y a les frais et tout ça, qui paraît que ça passe jusqu'à 400 et quelques. Vous faites référence évidemment au billet retour du Premier ministre. Exactement. Ouais. En fait, c'était pas 350 000 €, c'était plus que ça. Bon. Nasser, vous partez en vacances? Non, je peux pas. Bon, eh bien, écoutez, restez avec nous alors. Je peux pas. Bon, bah nous non plus. Ça vous inquiétez pas, on sera là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Nasser. En tout cas, bonne soirée, bon week-end. Bah, écoute, je vous souhaite beaucoup de belles choses à vous et à votre famille, et surtout continue toujours comme ça, Christophe. Et on est tous avec toi. C'est gentil, Nasser. Surtout, change pas d'une plume. Ça, c'est pas près d'arriver, mon ami. Merci beaucoup, Nasser. Merci en tout cas. Bon week-end, bonne soirée. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Libertad, c'est votre espace de liberté chaque soir. Évidemment, durant lequel vous pouvez nous appeler, que vous soyez de partout ailleurs en France. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous partez en vacances, de télécharger l'application France Maghreb 2. Voilà, ça peut toujours servir. 01 40 33 9000, les Marseillais, les Dijonais, les Clermontois, les Orléanais, les Messins et tous ceux qui nous écoutent évidemment cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Fatima. Bonsoir Fatima, qu'est-ce qui se passe ma chère Fatima? Alors, d'abord je souhaite un prompt rétablissement rapide à monsieur Tarek Mami. Très bien, vous inquiétez pas, on s'occupe de lui. Et moi je voulais revenir au Premier ministre là, oui. Premier ministre de droite, donc il fait une politique de droite. Vous savez que déjà je me demande qu'est-ce qu'ils sont partis faire à 60. C'est la première chose. Ouais. Et deuxièmement, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à une femme qui lui demandait ça fait 2 mois qu'on n'a rien, que rien n'a été fait et tout. Il lui dit mais moi je suis pas votre assureur. Ouais. C'est enregistré, hein. Vous l'avez entendu? Oui, absolument, on l'a passé dans le zapping, ça, oui. Avec un mépris, vous ne pouvez pas savoir comment. Eh ben, les beaux jours arrivent avec la droite. On aurait dû voter pour Fillon. On a mal fait. Bon, voilà. Merci Fatima, en tout cas, bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Bon, c'est vrai que pas pour défendre le Premier ministre, mais pour avoir échangé avec lui avant qu'il soit Premier ministre, hein, évidemment. C'est quelqu'un qui était fort sympathique. Maintenant, bon, effectivement, la dure loi de la politique peut parfois nous rattraper. Et puis, quand on occupe des postes tels que le sien, ça peut changer. 01 40 33 9000, en tout cas, pour nous appeler. Libertad, encore pendant 2 petites minutes. N'hésitez pas à prendre la parole pour passer un bonjour à quelqu'un ou réagir par rapport à ce que vous entendez dans l'émission. Bien sûr, vous pouvez le faire dans ce cadre-là. Libertad, 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pardon? Nassera, pardon. Bonsoir Nassera, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Poissy. De Poissy, dans les Yvelines. On vous écoute, Nassera. Alors moi, je voulais avoir 2 interventions. Une première en tant que citoyenne. Je trouve à propos du voyage de notre Premier ministre inadmissible en cette période de chômage, de restriction, qu'il se permette de prendre un voyage à plus de 400 000 €. Je trouve ça vraiment indécent. Et deuxièmement, je voulais réagir en tant que musulmane ou en tant que croyante. Je trouve que nous, les musulmans, on a aussi une attitude qui fait que les politiques ne tiennent pas compte de nous. Et c'est pour ça qu'on a sans arrêt des attaques islamophobes. Et je me demande pourquoi on n'organiserait pas, je sais pas, une journée sans achat, par exemple, parce que les politiques ne comprennent que le pouvoir de l'argent et les lobbies ne comprennent que le pouvoir de l'argent. Alors, ça a déjà été fait, je crois, dans le passé. Ça a déjà été fait, mais il y a aussi une question qu'il faut se poser, cher Nassera. C'est vrai que les politiques ne tiennent pas en compte les musulmans, les franco-musulmans, etc. Mais parce que ces mêmes personnes ne se déplacent pas pour aller voter, ne se font pas entendre. Et vous savez, comme on aime à rappeler régulièrement dans cette émission, que ce soit pour des élections notamment municipales ou législatives, les politiques ils regardent qui ont été votés. Si vous avez des noms à consonance franco-maghrébine ou africaine ou quoi au caisse, et ils vont peut-être commencer à s'intéresser à vos revendications, mais tant qu'ils verront que toujours la même chose, des David ou des gens, et que les Mohamed sont absents, ça continuera de la sorte. C'est aussi à nous de se prendre et d'assumer nos responsabilités. Aujourd'hui, il faut se mobiliser. Le vote est une arme, sachez-le. Tout à fait. J'étais intervenue effectivement au moment des élections.
et notamment pour l'élection de Valls en tant que député, et j'avais trouvé que c'était anormal qu'il y ait si peu d'écart. Il y aurait dû avoir beaucoup plus de votes de la part de la communauté. On est d'accord, d'autant plus que la circonscription de Valls, il y a beaucoup de franco-maghrébins, d'africains, etc. Donc, mais le problème c'est que Valls, pour connaître un peu le sujet, parce que je suis du secteur à Évry, il y a aussi des gens qui se laissent acheter, notamment au travers d'une promesse d'un logement, au travers de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça existe, c'est pratiqué. Mais ça se retourne contre eux. Oui. Ceux qui arrivent à obtenir un logement, ils le payeront très cher par ailleurs. Merci Nassera en tout cas pour cette réflexion et en même temps cette proposition, c'est très bien. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end Nassera. Merci et merci pour vos émissions. Merci à vous de continuer de l'écouter en tout cas, merci à vous. Et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end à l'écoute de votre Radio France Maghreb 2. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi sera un best-of qui vous sera proposé. Nous aussi on a le droit de fêter Noël, à notre manière. Et bien pour l'heure, il est exactement 18h. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et vous avez d'ailleurs raison d'y rester. Je vous en souhaite une bonne écoute, un excellent week-end. Tout de suite à 18h, le rappel de l'actualité de ce vendredi soir. C'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Un hommage rendu à Arthur Noyer, le caporal de 23 ans disparu au printemps à Chambéry. Affaire dans laquelle Nordal Lelandais a été mis en examen pour assassinat. Le 13e bataillon des chasseurs alpins savoyards a fait 1 minute de silence ce matin pour cet ancien collègue. Le Conseil d'État donne raison à la mairie de Paris contre Marcel Campion, qui s'opposait à la suppression du marché de Noël des Champs-Élysées à Paris. La ville n'avait pas renouvelé la convention d'occupation qui permettait l'installation du marché de Noël, refusant de faire marche arrière malgré la colère des forains. Mahmoud Abbas durcit le ton face aux États-Unis. Les Palestiniens n'accepteront aucun plan de paix proposé par Washington. Le président de l'autorité palestinienne l'a dit tout à l'heure à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron, au lendemain d'un vote à l'ONU contre la position américaine sur Jérusalem. De son côté, le président français estime que les Américains désormais sont marginalisés. Emmanuel Macron qui s'envolera ensuite vers le Niger pour une visite aux soldats français de l'opération Barkhane. Week-end de Noël passé donc sur la base aérienne de Niamey dans ce pays qui est un partenaire clé dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. 7000 policiers mobilisés à Paris et en petite couronne pour le week-end de Noël. C'est la préfecture de police de Paris qui l'annonce. Un périmètre de protection sera également installé dans le secteur de la cathédrale Notre-Dame. Mario-Nora Roy ne veut pas rencontrer Carles Puigdemont, comme celui-ci lui demandait ce matin. Le chef du gouvernement espagnol estime que la véritable gagnante des élections en Catalogne, c'est Inés Arrimadas, seul camp avec lequel Mario-Nora Roy accepte d'ouvrir une période de dialogue. Les bouchons s'accumulent en Île-de-France en ce jour de départ en vacances ou en week-end de Noël. Le service citadin en décompte 382 km à 16h20. Bison Futé a classé cette journée en orange dans le sens des départs. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.